Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit et que j'ai passé sur mon Facebook, donc sur mon autre réseau social, puisque j'ai deux réseaux sociaux qui sont Facebook et YouTube, avec lesquels je suis en connexion, en interconnexion avec les gens dans le monde. Donc, ces réseaux sociaux permettent et nous permettent de nous interroger et je produis justement sur ces réseaux sociaux des textes et des vidéos permettant justement aux gens de venir me poser des questions et des fois de m'apporter des réponses. Donc, je vous ai fait un texte pour vous expliquer la cause du développement fantastique de notre cerveau, depuis ces deux ou trois dernières millions d'années, notre cerveau, le cerveau de notre espèce, on va dire, de nos ancêtres, s'est avec les générations développé d'une façon phénoménale et les chercheurs cherchent encore la cause de ce développement énorme et de cette intelligence prodigieuse qui a fait naître l'homme et l'humanité telle que nous la connaissons. Alors évidemment, les causes sont multiples, mais il y a une cause principale au développement de notre cerveau et à cette intelligence fabuleuse, typiquement humaine, il n'y en a qu'une seule, qui a permis justement l'accroissement de notre cortex, de notre cerveau, un développement de notre encéphale, alors essentiellement du cortex, tous ces réseaux neuronaux, tous ces neurones qui entourent le cerveau, et toutes ces connexions synaptiques d'une extrême complexité qui se sont développées au cours de ces 2 à 3 millions d'années en arrière. Donc ça a été une évolution progressive, avec quelques sauts, mais quelque chose de phénoménal qui a donné l'homme avec cette intelligence humaine qui a permis à notre espèce de conquérir la Terre, de la maîtriser et même de transformer son habitat, de ne plus le subir. Donc, quelle est la cause principale du développement de notre cerveau et de notre intelligence? Donc je vous ai fait un petit texte, qui rentrera, comme je vous l'explique, puisque je suis en train d'écrire un livre, dans un livre que je suis en train d'écrire, un livre qui sera un recueil de toutes mes recherches, de toutes mes interrogations et de toutes mes découvertes, bien sûr. Donc je vais vous lire ce petit texte pour que vous compreniez qu'est-ce qui fait l'homme et pourquoi notre cerveau, pourquoi notre intelligence s'est-elle développée d'une façon fabuleuse. Alors, quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure? Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il en a eu la possibilité. Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente. Mais tout s'est accéléré ces 3 derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau? Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture induit par ce changement de milieu qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau. Mais même si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter les briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale, car si c'était le cas, les lions et d'autres gros carnivores auraient, avant nous, envoyé des fusées dans l'espace. De même, le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. L'outil a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme.
La cause du développement du cerveau humain, en volume et en complexité, est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques, entraînant une prolifération de neurones, enfin utiles. Car, bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important. Et un gros cerveau qui, s'il n'a pas d'utilité précise, est une perte énergétique brute pour l'individu, donc un désavantage pour sa survie. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération des neurones? Tout simplement, l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale. Et ce nouvel outil, c'était le langage complexe, avec l'apparition des notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme et l'outil le plus efficace pour conquérir le monde, le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau, avec une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés, est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens et correspondant à des neurones stimulés simultanément par nos sens et ayant généré des connexions synaptiques qui relient ce groupe de neurones et qui se réactivent simultanément à des stimulations sensorielles semblables, n'a pas d'utilité, car cette mémoire sans langage complexe ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par sa lenteur pour réagir à des situations de survie. Qu'elle soit dans la quête calorique, comme la prédation, ou pour réagir à un danger imminent. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon de réagir rapidement. Et une grosse mémoire sans la compression de données en mots et des notions de temps pour aller chercher ces données dans le passé mémorisé, les analyser et les projeter dans le futur conceptualisé est trop lourd à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez qu'un lion surgisse devant vous. Si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser. Si vous n'avez pas le langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps, est impossible à effectuer rapidement. Pensez au lion avec sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit. En réfléchissant à cela avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre, est un processus bien trop lent pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon pour survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné. C'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors des confrontations à des situations similaires. C'est ainsi que sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou à une opportunité. Imaginons que vous ayez été confronté à un lion. Sous stress, vous avez eu un petit moment de flottement. Puis, vous vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans l'arbre le plus proche. Ayant survécu à cette confrontation dangereuse, et grâce au stress qui va générer par un processus chimique un épaississement des connexions synaptiques entre les neurones stimulés pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre, en cas de situation similaire, de réagir automatiquement de la même façon. Mais cette fois-ci, plus rapidement encore, sans temps de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans le réseau synaptique épaissi par l'expérience précédente.
C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Mais au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages dans de nombreuses situations, a été détrôné par le langage complexe permettant l'analyse par la parole, d'où découlent les actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en un être humain fut l'introduction des notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique qui fit l'homme est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans ces vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper ou lancer, mais le plus souvent par le pointage, c'est-à-dire montrer avec le doigt tendu, servir à indiquer le sujet de notre attention, mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons, indiquer la flèche du temps, indiquer d'où je viens en montrant derrière soi, c'est-à-dire indiquer le passé, et indiquer où je vais en montrant devant soi, c'est-à-dire indiquer le futur. Le singe bipède était devenu un homme, était devenu l'homme, un être capable de communiquer par les gestes des notions de temps. Il ne lui restait plus qu'à rajouter des sons sur ces gestes, et plus tard enlever les gestes, et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage, lui permettant de parler du passé, et par cela d'épaissir les connexions synaptiques correspondant à ses souvenirs, et ainsi d'ancrer sa mémoire dans son cortex pour mieux la stocker et l'utiliser, et surtout de parler de l'avenir, permettant en groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser et de conquérir le monde. L'homme historique était né, parlant du passé pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe, qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices, et parlant du futur pour en groupe maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie, organisée et préméditée. L'acquisition de ces outils linguistiques extraordinaires, qui correspondaient au départ à des sons très basiques, permettant de s'extirper du présent et de l'ici et maintenant pour basculer dans le passé ou le futur par projection mentale, rendit la mémoire utile et enclencha la conservation des mutations, accélérant la prolifération neuronale. C'est à partir de ce moment-là que le cerveau se mit à grossir, car il pouvait utilement stocker de la mémoire. Parallèlement, l'homme maîtrisant les notions de temps, il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde. C'est ainsi que le vocabulaire se développa, vocabulaire qui correspond à des compressions de données en sons que l'on appelle des mots, mots qui correspondent à des choses et des concepts ressentis. Grâce aux mots, il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensations, utilisant trop de neurones et d'énergie et véhiculant trop lentement une information trop lourde. Il n'y avait plus, en cas de danger, qu'à penser lion avec... Il n'y avait plus en cas de danger à penser lion avec tous ses sens, c'est-à-dire à la forme, à la couleur du lion, au son qu'il produit, à l'odeur qu'il dégage, à sa consistance. Bien trop de données ralentissant la réflexion. L'homme n'avait qu'à penser lion, le son symbolique correspondant à toutes ces données pour conceptualiser l'animal sans en approfondir sa représentation sensorielle. Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles, la compression d'une grande quantité de données dans une seule vibration sonore, le mot, permit à l'homme d'accélérer sa réflexion face au danger ou à une opportunité, rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile. L'homme, confronté à un lion, pouvait fuir en réflexe conditionné, ou mieux encore, analyser rapidement dans sa tête par le langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui lui paraissait la meilleure, déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées ou les proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées. L'homme, par l'analyse rapide
par la compression de données en mots et par le maniement de notions de temps lui permettant d'anticiper, devint un prédateur et une proie imprévisible, capable d'analyser et d'anticiper ses actions, de fuite ou d'attaque, et non pas seulement de réagir d'une façon réflexe. Le langage complexe permit à l'homme de devenir le super prédateur qui allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance. C'est ainsi que, doté des notions de temps permettant de jongler avec des mots, qui sont des compressions en sons de données sensorielles lourdes, correspondant à des choses et des concepts, une grosse mémoire devint utile, car l'homme pouvait enfin analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et à chaque perfectionnement du langage, chaque trouvaille linguistique... Ah, merde. Attendez, on m'a appelé et ça a bloqué. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et à chaque perfectionnement du langage, chaque trouvaille linguistique découverte fortuitement au cours des conversations du groupe et qui facilitait la communication des individus et le maniement d'informations, rendait le développement en volume du cerveau de plus en plus utile. Si le cerveau humain a explosé en volume, c'est donc juste en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui, au cours de l'évolution humaine, se sont succédées, entraînant du même coup à chaque progression technique du langage, par réaction, un développement du cerveau en volume et en complexité. Alors j'espère que vous avez compris pourquoi l'homme a acquis ce cerveau énorme, tout simplement parce qu'il a découvert des outils permettant justement à des mutations entraînant une prolifération neuronale, donc plus de cortex, plus de mémoire, et donc plus d'interaction entre des souvenirs, pour trouver des solutions utiles, car penser avec tous ses sens, même si c'est intéressant, face à un stress, un danger, une opportunité, ça n'a aucune utilité s'il n'y a pas le langage, car cela sera trop lent. Donc, en fin de compte, le langage complexe, les mots, ce sont tout simplement la mémoire vive d'un ordinateur qui permet à, justement, ce corps, à cet homme, de fonctionner rapidement par l'analyse logique, pour réagir rapidement à des stimulations extérieures et des opportunités ou des stress, des dangers à fuir. Voilà. Donc, certains diront aussi que c'est le feu, que l'apparition du feu est la cause de l'intelligence. Non, l'apparition du feu n'est pas la cause de l'intelligence de l'homme. Elle a par contre facilité l'accès aux calories et nous a permis de conserver notre énergie. Il a facilité l'accès à des calories, donc à de l'énergie, permettant la construction de ce cerveau. C'est simplement un avantage qui nous apporte les briques pour construire notre cerveau. Mais ce n'est pas l'outil, le feu n'est pas l'outil en lui-même qui permet justement la prolifération neuronale, donc la sélection de mutations entraînant une prolifération neuronale qui peut être utilisée. Non, la prolifération neuronale, donc les mutations entraînant une prolifération neuronale, donc le développement des neurones dans l'encéphale, n'a de valeur que s'il y a un outil qui permet d'optimiser et d'utiliser ces neurones, autrement ils n'ont aucune utilité si ce n'est griller de l'énergie. Donc maintenant le feu est un avantage car il permet justement d'acquérir de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il augmente les sources de nourriture en permettant par la cuisson de casser des fibres, de casser des structures qui nous empêcheraient d'arriver aux nutriments essentiels pour notre bon fonctionnement. Pour le bon fonctionnement de notre organisme et de notre réflexion, bien sûr. Il nous donne aussi accès à une grande quantité de nourriture en permettant justement à l'homme de manger des viandes, par exemple, avariées, en tuant les bactéries, par son effet antibactérien. Le feu a permis à l'homme de survivre, parce qu'un homme n'a pas un estomac, à la base,
de, on va dire, carnivore, puisque c'est plutôt un opportuniste, à tendance à la base frugivore, végétarien, qui s'est adapté à une alimentation plus carnée, mais qui a conservé la possibilité de manger des végétaux, donc un intestin un peu plus grand qu'un carnivore, qui risque, en cas d'ingestion de nourriture avariée, de voir proliférer, donc de la viande avec des bactéries pathogènes, de la charogne, de voir proliférer dans son intestin des bactéries qui vont entraîner sa mort, par infection. Pareil, son estomac n'est pas assez acide comme celui d'un carnivore pur et dur, donc il risque de ne pas pouvoir, son estomac, tuer toutes les bactéries dues aux viandes avariées. Donc le feu permet justement d'aseptiser la nourriture tout en cassant les fibres, tout en décomposant la structure de cette molécule pour la faire plus permettre d'être plus digeste à l'homme. Donc quand vous avez des aliments fibreux que l'homme a du mal à décomposer dans son estomac pas assez acide, avec des fibres de collagène par exemple, c'est très bon de pouvoir cuire l'alimentation. Voilà. En plus, le feu, effectivement, ouvre l'espace aux hommes à de vastes territoires, que ce soit des territoires temporels comme la nuit. La nuit, le feu permet à l'homme de se déplacer la nuit pour aller éventuellement chasser, pour aller trouver de la nourriture. Donc il augmente sa plage temporelle de recherche calorique, comme le feu a permis à l'homme de conquérir les territoires du Nord et se développer plus facilement, en lui permettant de se blottir près du feu quand il faisait très froid et de réchauffer l'antre, de réchauffer les grottes ou les abris qu'il se faisait pour éviter d'avoir une déperdition calorique qui aurait obligé l'homme à consommer et à chasser encore plus. Donc le feu est économique, on prend le carbone accumulé dans les végétaux qui sont morts et séchés et on les stocke et on survit à la mauvaise saison. Mais l'homme avant a survécu sans le feu, il est monté au nord, c'était très dur, donc il était en petite population, car il y avait un sacré élagage, beaucoup sont morts de froid, et il y a eu ce physique si particulier dont Néandertal a hérité d'Homo heidelbergensis, qui lui s'est adapté à la base au froid européen, sans le feu, mais il avait une très grande culture des habits en peau de bête. Malgré ça, il devait lutter l'hiver sans le feu, donc il a généré une morphologie si particulière que l'on retrouve chez Néandertal et qu'on a un peu nous aussi les Américains, les Européens, d'ailleurs les Américains blancs aussi, puisque ce sont des Européens, et les Asiatiques, qui sont Asiatiques du Nord, qui sont des morphologies typiques, vous verrez mes vidéos, d'adaptation au froid pour la conservation énergétique et éviter de perdre cette énergie, puis en même temps produire de la chaleur pour ne pas se réchauffer quand on va à l'extérieur, surtout pour les hommes. Voilà. Donc, mais le feu en lui-même n'est pas la cause de l'intelligence humaine, comme la viande n'est pas la cause de l'intelligence humaine. Effectivement, il y a des acides gras essentiels et qui sont essentiels dans les viandes, sont essentiels pour le bon développement du cerveau, le bon fonctionnement hormonal de l'homme et le bon fonctionnement du cerveau, pourtant des neurotransmetteurs même dans la viande, et même dans les abats, dans la moelle épinière grasse, l'homme trouvait de quoi se développer et faire fonctionner son cerveau grâce à des acides gras essentiels. Mais ce n'est pas la cause principale de ce développement en volume et en intelligence du cerveau, puisque, comme je vous l'ai dit, les carnivores mangent de la viande et ils n'ont pas envoyé dans l'espace de fusée. Donc on voit bien que c'est le langage acquis par la libération des bras qui a permis le développement du cerveau, et ce n'est pas le cerveau qui a permis le développement du langage. C'est-à-dire que l'outil est là avant, on va dire l'outil, les mains qui communiquent et donnent, est là avant tout, et c'est ça qui crée le cerveau. Vous voyez, c'est l'outil arrive, l'outil c'est le langage, et le langage développe le cerveau. Et à chaque fois qu'il y a des progressions techniques dans le langage, il y a à ce moment-là un avantage à avoir encore une plus grosse cervelle, car les progressions techniques permettent, en fin de compte, les progressions techniques du langage permettent de penser plus vite. Donc en pensant plus vite, on peut accumuler encore plus de mémoire pour avoir un fonctionnement, on va dire, du cerveau encore plus rapide par cette complexification du langage.
Donc complexification qui se fait de façon très simple en vérité. Au début, il y avait juste des notions de temps dans le langage qui était très primaire, notion de temps que l'on peut retrouver chez certaines tribus d'Amazonie, où les Indiens qui vivent d'Amazonie, cette région entre le Pérou, je crois, et le Brésil, je crois, c'est ça. J'ai un ami qui est parti, sous mes conseils, étudier ces Indiens là-bas. Ces Indiens sont censés ne pas avoir de verbe. Donc ils sont censés ne pas avoir de notion de temps. Ce qui est faux, ils ne conjuguent pas, c'est-à-dire ils ne disent pas je t'aime, tu m'aimes, nous allons aller. Non, il dit moi, aimez-toi, ou moi, colère-toi demain. C'est-à-dire qu'ils ont un son pour montrer dans la discussion que l'on passe dans le futur ou que l'on passe dans le passé. Ils n'ont pas de verbe, ils n'ont pas de conjugaison, mais ils ont des notions de temps rudimentaires permettant de communiquer et d'organiser des actions futures. Parce que quand on dit manger, toi, moi, demain, montagne, c'est peut-être un peu plus long à dire que nous allons manger demain sur la montagne. Mais c'est tout de même efficace. Donc, ça commençait comme ça, notion de temps très rudimentaire. Je montre devant, un peu on montre avec les membres, comme l'éléphant est un des rares animaux avec l'homme, je n'en ai pas trouvé d'autres, qui avait des notions de temps dans son langage, d'où son intelligence si particulière et sa mémoire phénoménale, puisqu'il a la trompe qui indique le futur et le passé, donc d'où son angoisse de la mort, parce que n'oublions pas que les notions de temps ont confronté l'homme à l'angoisse phénoménale, l'angoisse terrible, l'angoisse vertigineuse de la finitude de l'être, puisque en pouvant se projeter dans le futur par le verbe, quand on était capable par le verbe dans les temps de dire futur, quand on se projette dans le futur, plus on se projette loin, plus à un certain moment, on va se projeter dans l'absence de l'être. Donc effectivement, les notions de temps ont généré cette spiritualité de l'homme, cette capacité de l'homme à anticiper sa mort et à s'angoisser pour sa mort, donc à prévoir l'avenir, mais aussi cette capacité de l'homme à se concevoir, à se concevoir sans le corps, décorporé, projeté spirituellement dans l'esprit, par l'esprit, dans le temps et l'espace, par ces notions de temps. L'homme était capable, d'une façon spirituelle, grâce à ces notions de temps, dans sa communication avec les autres, mais dans sa communication avec lui-même, quand il se parle dans sa tête, de pouvoir se projeter dans le passé ou dans le futur par des notions de temps, ce qui lui permettait de concevoir l'esprit décorporé, et on commence à voir un homme religieux. La religiosité apparaît avec les notions de temps, donc sûrement très tôt au niveau de l'humanité, puisque le fait de se projeter dans le futur permet de concevoir l'esprit sans le corps projeté dans le futur ou le passé, donc l'esprit dégagé de la chair. Donc on commence à avoir des cultes des esprits de la nature avant d'avoir le culte de l'ancêtre primordial, Dieu. Voilà. Donc voilà, petite digression. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura appris beaucoup sur notre intelligence. Je crois que j'avais noté un petit texte assez court que je vais vous lire, pour juste petit texte pour vous pour synthétiser le long texte que je vous ai lu. C'est un peu de texte que vous pouvez mettre aussi dans mon livre. Ça s'appelle Développement cérébral. À chaque progression linguistique, il y a en corrélation un développement en volume du cerveau. L'apparition des notions de temps dans le langage, des compressions de concepts en mots, de la conjugaison. À chaque progrès technique du langage découlant de découvertes fortuites, le cerveau s'est développé en volume, car l'outil donnait une fonction aux mutations entraînant une prolifération neuronale. Prolifération neuronale qui aurait été inutile, voire négative, car trop consommatrice d'énergie, si l'outil linguistique n'était pas apparu. Ce n'est pas le développement du cerveau qui entraîne la découverte de l'outil, mais l'outil qui entraîne le
développement du cerveau. Nous ne sommes que par le monde et non l'inverse. Donc voilà, c'est le monde qui nous fait et ce n'est pas nous qui faisons le monde. Bien sûr, actuellement, l'homme est arrivé à un certain niveau de développement qu'il est capable de faire le monde et de modeler le monde à son idée, à son désir. Mais ça, c'est le nouvel homme. Voilà, petite vidéo qui, j'espère, vous aura fait comprendre quelles sont les causes de notre intelligence. Je vous l'explique encore. Cette vidéo est une avant-première, si vous voulez, c'est une découverte scientifique que je vous donne, puisque vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Mais des découvertes scientifiques viennent confirmer mes analyses qui sont, en fin de compte, des explications logiques et très simples de l'évolution humaine. Le monde est simple, Dieu est simple, l'univers est simple, c'est nous qui le compliquons, puisque il y a eu des chercheurs britanniques excellents qui ont fait des analyses, c'était des chercheurs en hydrologie, je crois, et qui sont aperçus qu'il était intéressant d'analyser la circonférence des foramen occipitaux. Alors je dois en avoir un quelque part ici. Foramen occipitaux, voilà, ce sont des petits trous qu'il y a, je vais vous montrer à l'intérieur, vous les voyez par là, où passent des artères qui irriguent le cerveau. Et ils ont eu l'idée géniale, pour terminer ma vidéo, pour montrer que je suis en corrélation, je suis en accord avec les découvertes scientifiques de mes collègues qui, eux, font partie des institutions. Moi, je suis un chercheur libre, un électron libre, ce qui ne donne pas moins de valeur à mes découvertes scientifiques. Donc, ils ont analysé la circonférence de ces petits trous, je vous les montre encore, qui sont les artères, voilà, qui sont les trous qui amènent les artères au cerveau, donc le débit sanguin dans la tête de nos ancêtres. Ils ont analysé justement la circonférence de ces petits trous et la taille de l'encéphale de nos ancêtres. Et ils se sont aperçus quelque chose d'assez phénoménal, que le débit sanguin augmentait d'une façon qui n'était pas en corrélation avec le développement du cerveau, il augmentait beaucoup plus vite que le développement en volume du cerveau. Pour quelle raison? Tout simplement pour la raison que nos ancêtres se sont mis progressivement à penser de plus en plus, c'est-à-dire que leur cerveau, dans un premier temps, gardait la même taille, mais la complexification de l'encéphale, grâce aux notions de temps, grâce aux notions linguistiques, grâce aux notions du langage qui évoluaient de plus en plus, leur permettait de penser beaucoup plus vite, au lieu d'être au repos et d'agir en réflexe conditionné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le cerveau avait la même taille, mais il avait beaucoup plus de neurones à sa surface, il se pliait de plus en plus, et sa surface se pliait de plus en plus pour accueillir un maximum de neurones. Après, il a grossi progressivement, mais parallèlement, le débit sanguin dans le cerveau augmentait de plus en plus, car il fallait apporter de l'oxygène, il fallait apporter des nutriments à ce cerveau qui était en effervescence permanente grâce à la complexification du langage qui permettait à l'homme de réfléchir et de communiquer rapidement. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Donc on peut voir que les découvertes de mes collègues anglais, qui sont des collègues des paléoanthropologie humaine, mais qui sont aussi des spécialistes, qui ont pris des spécialistes en mécanique des fluides, ont analysé ça et ont vu une corrélation, justement, un développement beaucoup plus important de l'accès on va dire un plus grand apport permanent de sang au cerveau, donc une irrigation beaucoup plus importante du cerveau, malgré une conservation de la taille au départ. Pourquoi? À cause de la pensée. Et cette pensée rapide, cette irrigation, ce cortex qui se développait grâce à l'outil linguistique, devenait de plus en plus utile et demandait de plus en plus d'oxygène, de plus en plus de micronutriments pour alimenter ce cerveau qui était, grâce au langage, en pleine effervescence. Donc on voit un débit
de plus en plus important dans le cerveau, qui correspond bien sûr à l'apparition du langage. Hein. Et quand Moïse est confronté à Dieu, quand il voit le buisson ardent, cette énergie, hein, ce Big Bang, cette énergie, il l'appelle avec des termes de pasteur de l'époque, il lui demande « Qui es-tu » Dieu lui répond « Je suis celui qui est ». Donc celui qui, par le langage, est capable de se conceptualiser, est capable de se nommer. C'est le langage qui fait l'homme. Nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire conscience d'être capable de dire je suis celui qui est, et je regarde le soir le ciel étoilé et je m'émerveille devant cette immensité infinie et vertigineuse, et je me dis je suis si petit et le monde est si grand. Mais par cette réflexion si simple, je suis tout simplement la conscience du monde qui s'émerveille devant son immensité et le fait qu'elle est au lieu du néant. Salut à tous, c'était Frédéric Delavier. Je vous explique le monde, je vous explique les prophètes. À bientôt.